Bonjour et bienvenue. Nous allons pouvoir commencer le webinaire. À vous la parole. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire lancé par CCI France International, dont l'objectif, évidemment, est de passer quelques minutes, une trentaine environ, avec un chef d'entreprise ou bien un spécialiste des enjeux internationaux, sachant que le réseau des 124 chambres de commerce françaises à l'international nous permet de conquérir une audience mondiale. Et c'est pourquoi nous avons eu ce matin un premier webinaire à destination des auditeurs de l'Asie, d'Europe et d'Afrique qui voulaient bien être là également, bien sûr. Mais nous avons maintenant donc un deuxième webinaire, nouvelle émission donc en direct à destination des Américains au sens large. J'en profite pour remercier Arnaud Vessier parce que donc il s'est libéré pour nous à deux reprises, une fois ce matin et une fois donc maintenant. Cet entretien va durer une vingtaine de minutes dans l'intervention d'Arnaud Vessier et ensuite nous répondrons à vos questions que vous pouvez lui adresser via le modèle QNR que vous avez sur votre écran. Ce module nous permettra donc de lui poser quelques questions. Alors, Arnaud Vessier, je vais quand même dire deux mots sur lui, quoi qu'il soit assez connu. Vous savez que c'est le président, directeur général d'International SOS, mais c'est une particularité aussi, il en est le cofondateur. Depuis 35 ans, cette société existe. Elle est présente dans plus de 80 pays, 92 même, je crois, aujourd'hui. Et elle a 12 000 employés, dont 1 400 médecins. Donc, une activité très forte, vous l'imaginez, dans le contexte actuel, et nous allons y revenir. Mais Arnaud connaît aussi parfaitement bien les thèmes de l'entreprise en général. Il est membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, membre du conseil d'administration du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Il a été aussi le président de la Chambre française de commerce et d'industrie du Royaume-Uni pendant 5 ans. Et il a été également pendant 6 ans le président très actif de CCI France International. Autant vous dire qu'il connaît notre réseau, mais il connaît aussi particulièrement bien la situation des entreprises. Je vais tout de suite lui céder la parole en lui posant la première question. Cher Arnaud, comment est-ce que International SOS a vécu ces derniers mois ou ces dernières semaines avec la crise sanitaire que l'on connaît et comment avez-vous essayé d'y répondre? Bonjour Renaud et merci de cette invitation et de cette opportunité de parler aux membres des chambres de commerce à travers le monde. Et oui, tu as raison, ces derniers mois sont évidemment des mois extraordinairement agités avec une situation qui change continuellement et qu'aucun d'entre nous n'avait complètement prévu, même si certains pensaient qu'une pandémie ou une épidémie pouvait avoir lieu, mais pas avec cette gravité. Donc, une situation qui change continuellement et pour International SOS, pour mon groupe, qui n'est présent que dans 92 pays, alors que les chambres sont présentes dans 93. Non, donc, oui, c'est ça. Mais on va encore augmenter, j'espère toi aussi. Je ne sais pas, mais c'est une course infernale. Donc, pour nous, notre métier, International SOS, c'est de s'occuper de la santé et de la sûreté des employés d'organisations, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient entreprises, qu'elles soient organisations non gouvernementales, que ce soit des écoles, des universités. Notre métier est d'assurer sur le plan du service, non pas de l'assurance, mais sur le plan du service, l'organisation et de ce qu'on appelle le duty of care, c'est-à-dire faire en sorte que les gens qui dépendent d'une organisation puissent opérer à l'international de façon sûre et dans les meilleures conditions.
Évidemment, avec le Covid, c'est exactement l'inverse qui est arrivé, puisque il y a une maladie grave qui s'est répandue un peu partout dans le monde et que nous voyons cette maladie non seulement se répandre d'un pays à l'autre, mais aussi avoir des caractéristiques qui sont encore assez mal maîtrisées. Pour nous, on a été impliqués dès le début, puisque l'épidémie a démarré à Wuhan. À l'époque, ce n'était encore qu'une épidémie, pas une pandémie. Et à Wuhan, nous avons une clinique depuis toujours, la clinique internationale de Wuhan, qui appartient au groupe. Et le docteur Klein, qui est assez connu maintenant dans les médias français pour être intervenu à de multiples reprises, le docteur Klein, patron de cette clinique internationale, est un staff d'International SOS. Donc, nous avons été impliqués depuis le début. Nous avons travaillé pour le gouvernement français et pour l'Union européenne afin de ramener les citoyens français et européens bloqués à Wuhan lors du confinement de la région de Wuhan. Et donc, à travers 3 vols très, très compliqués que nous avons ramené un grand nombre de personnes, de l'ordre de 5 à 600 personnes, d'une part en France et d'autre part à Bruxelles. Nous avons été aussi impliqués pour une multitude d'entreprises pour lesquelles nous assurons les transports de gens frappés par le Covid, ou bien le rapatriement de gens qui ne sont pas malades mais qui se retrouvent coincés parce qu'il n'y a plus de vols à travers le monde. Le ministère des Affaires étrangères nous a demandé de mettre en place 3 avions ambulances qui sont aujourd'hui en place, un gros porteur qui est au Portugal et 2 avions ambulances, l'un à Bordeaux et l'autre en Floride, Floride pour couvrir les Amériques, Bordeaux pour couvrir Europe, Moyen-Orient, Afrique, afin de ramener les malades du Covid dans des conditions d'isolation parfaite afin qu'il n'y ait pas de contamination. Nous faisons ça aussi pour un grand nombre d'autres organisations internationales, notamment les Nations Unies, mais aussi un de nos grands clients qui est l'armée américaine, dont on gère la santé à travers le monde en dehors des États-Unis. Donc pour nous, c'est une expérience quotidienne. Nos médecins sont au travail nuit et jour pour aider nos clients à mettre en place leur plan de réponse au Covid, pour traiter les malades et maintenant pour essayer d'aider les entreprises à revenir au travail le plus vite possible. Business continuity et retour au travail sont aujourd'hui les règles. Très bien. Alors, tu as évoqué donc le passé, je dirais, immédiat, mais ce qui nous intéresse évidemment tous, chefs d'entreprise, c'est un petit peu ce qui va se passer maintenant. J'entends dire partout que rien ne sera plus comme avant, que tout va changer avec cette crise, après cette crise, mais moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire derrière, et tu as peut-être des idées pour nous dire qu'est-ce qui va changer finalement pour les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou étrangères, puisque c'est un élément mondial. Qu'est-ce qui va changer pour les entreprises, pour l'organisation et aussi d'ailleurs pour les échanges internationaux? Alors, je pense, Renaud, que tu as de très bonnes idées sur ce sujet et que c'est un dialogue que nous devrions avoir, et pas seulement une question-réponse, mais vu tes responsabilités. Mais c'est vrai que International SOS, on est dans une situation assez privilégiée puisque nous travaillons avec les grandes multinationales du monde entier et les gouvernements du monde entier. Donc, on a une vue de ce qui se passe pays par pays et des mouvements qui sont en train de se mettre en place. Je donnerai un exemple. Les multinationales américaines viennent de donner comme instruction en Asie à leurs filiales locales de réduire leur parc immobilier de l'ordre de 30 à 50%, ce qui est quand même considérable, en laissant une autonomie complète à leurs filiales, mais en leur disant que l'objectif est clair. Donc, une vraie réorganisation du travail est à prévoir à l'issue de cette crise.
beaucoup d'entreprises ayant réalisé nous-mêmes chez International SOS aussi que le travail à domicile fonctionne, même s'il ne fonctionne pas aussi bien qu'on veuille le dire. Il fonctionne beaucoup mieux qu'on ne le prévoyait, mais il y a encore des tas de techniques à mettre en place pour que ça fonctionne. Mais ça fait partie, je pense, du futur. Nos collaborateurs pourront rester chez eux une partie de la semaine et le travail au bureau ne sera plus un travail de 4 ou 5 jours par semaine comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Le voyage international va reprendre lentement parce qu'il y a des restrictions très fortes et tant qu'il n'y aura pas de vaccin ou de traitement trouvé pour gérer le Covid, il est probable que le business travel soit lent. Alors, il va redémarrer en bulle, c'est-à-dire il va redémarrer par exemple en Asie du Sud-Est, il va redémarrer en Europe, il va redémarrer aux États-Unis et peut-être aux Amériques, mais il ne va pas redémarrer en intercontinental très rapidement. Ça va mettre beaucoup de temps. Et enfin, troisième point, je pense que pour les expatriés et pour les Français qui habitent à travers le monde et qui sont les acteurs de nos chambres de commerce, leur nombre va probablement soit se stabiliser, soit diminuer un peu, mais leur importance va encore augmenter. Puisque si le voyage devient moins facile, le voyage international, le besoin de reposer sur les expatriés en place va encore augmenter pour toutes nos entreprises. Donc, je pense qu'il va y avoir un besoin très, très fort d'expertise, de connaissances locales que seuls les expatriés peuvent nous apporter au siège à travers le monde. Ok, je comprends bien. Si l'on prend maintenant le commerce extérieur, que l'entreprise d'ailleurs soit installée en France ou qu'elle soit installée à Singapour, à Bruxelles ou à N'Djamena, si l'on prend donc les commerces extérieurs, on sent une frilosité de la part, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, sur l'idée d'aller se développer à l'international. Les risques, évidemment, le côté aussi ponctuel, bien sûr, de frontières fermées et autres. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un fantastique recul de la démarche entrepreneuriale à l'export? C'est évidemment le risque, puisque on va rentrer dans une crise économique sérieuse. On ne sait pas encore si elle va être très sérieuse ou juste importante, mais enfin, une crise économique devant nous, c'est une quasi-certitude. Et cette crise économique va créer du chômage. Le chômage va créer de la timidité à la consommation. Et quant aux entreprises qui, dans cette crise de 2020, vont avoir augmenté leurs dettes, on peut estimer que la plupart des entreprises vont augmenter leurs dettes d'au moins un tour d'EBITDA. Selon les entreprises qui donc vont avoir des capacités d'investissement réduites par rapport à ce qu'elles avaient avant la crise. Donc, dans ce cadre-là, l'investissement au grand international ou à l'international va peut-être souffrir. Il faut lutter contre ça parce que la croissance ne peut venir que de l'international. Et nous, encore une fois, je pense, Chambre de commerce, notre rôle, c'est de faire comprendre quelles sont les opportunités à travers le monde aux entreprises. Parce que ce n'est pas en se repliant sur le marché français qu'on va faire grandir nos entreprises. Donc, il va certainement y avoir une contraction ou un ralentissement de la progression. Une contraction d'abord, un ralentissement de la progression ensuite du commerce extérieur. Mais il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas faire croire aux entreprises et aux entrepreneurs que l'exportation et l'international ne doivent plus être une préoccupation essentielle, parce que sinon, la croissance sera ralentie de façon structurelle. Merci. Une question qu'on me pose. Est-ce que le gouvernement français s'est prononcé pour la relocalisation de certaines activités sur le territoire français, voire européen?
est-ce qu'il n'y a pas un message un peu contradictoire entre relocaliser et ton message continuer surtout à aller à l'international? Alors, je pense que relocaliser, il faut relocaliser là où ça a été, là où on a créé des monopoles à l'international. Et évidemment, le problème numéro un, c'est la Chine. Le fait que les masques aient été produits quasi exclusivement en Chine, que les respirateurs, il fallait les chercher uniquement en Allemagne ou en Chine. La dépendance envers un tout petit nombre de pays ou bien envers la Chine était excessive. Mais soyons clairs, quand on va diminuer la dépendance envers la Chine, on ne va pas tout rapatrier en France. On va déplacer une grande partie de ses productions au Vietnam, en Indonésie, dans le sous-continent indien. Et donc, ça va au contraire demander encore plus d'international, parce que aller en Chine, le succès de la Chine, c'est que c'était assez simple. On pouvait tout mettre en Chine, c'était relativement facile et extrêmement compétitif. La relocalisation, elle ne va être que très partielle. Et par ailleurs, chaque fois qu'il y a une crise, on parle de relocalisation. Donc, et des crises économiques, il y en a quand même régulièrement. Pour ceux qui ont vécu en Asie, la crise de 1998 avait été absolument terrible. Ensuite, il y a eu la crise de 2008-2009 financière. Il y a cette crise aujourd'hui. Il y a eu la crise des bubbles d'économie en 2000. Des crises, il y en a très, très régulièrement. Chaque fois qu'il y a une crise, on parle de relocalisation. Je ne suis pas convaincu que la relocalisation sera considérable. En revanche, il y a des secteurs stratégiques où il faut relocaliser et puis il faut diminuer la dépendance à la Chine qui est devenue excessive. C'est sûr. Une autre question. On est très frappé de voir que tout un continent a l'air de moins souffrir que le reste du monde, c'est le continent africain. Or, c'était probablement un des continents où il y avait au contraire le plus de risques, a priori, tel que c'était présenté, en tout cas dans les médias. Ma question est un peu double. Rapidement, peut-être on analyse là-dessus, mais surtout après, comment l'Afrique peut s'en sortir, sachant que malheureusement, il y a aussi le thème des matières premières. Alors, sur l'Afrique, nous sommes très présents en Afrique. On doit être présents dans une trentaine de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Et le premier cas découvert au Nigeria a été découvert dans notre clinique internationale à Lagos. Et ce qui est un peu surprenant, puisqu'on doit représenter quand même epsilon% du système de santé du Nigeria, qui est un pays de 200 millions d'habitants. Ce qui veut dire que l'épidémie est plus importante en Afrique que les chiffres ne le montrent. Cependant, une des explications au fait que la crise soit moins importante à l'ouest pourrait venir du fait qu'il n'y avait aucun avion direct, aucune liaison aérienne entre Wuhan et l'Afrique en place avant le Covid. Donc, pas d'épidémie directe venant de Wuhan sur l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique ne représente qu'1% des vols mondiaux. Donc, il y a eu moins de déplacements, donc l'épidémie s'est déplacée moins vite. Troisième point très important pour la population africaine, c'est une population très jeune. Dans la plupart des pays d'Afrique, la moitié de la population a moins de 28 ans. Donc, on a une population très jeune et on sait que le Covid touche pratiquement pas les jeunes, puisque les seuls cas vraiment importants ont été des cas d'enfants ou de jeunes avec des conditions multiples attachées au Covid. Donc, je pense que l'Afrique est moins touchée. Cependant, il y a la combinaison de la crise économique à l'Ouest, qui est un poumon pour l'Afrique, et en Chine aussi, et puis de la crise du pétrole, qui en a été la conséquence. Ce qui fait qu'il y a un vrai ralentissement. Je parlais il y a quelques minutes avec nos équipes à Johannesburg, qui dirigent une partie de l'Afrique pour nous. Il y a un vrai sentiment de crise économique aujourd'hui en Afrique, un vrai sentiment d'inquiétude. Et aujourd'hui,
institutions internationales, et en particulier les banques multilatérales, la Banque africaine de développement, mais aussi le FMI et aussi la BERD qui se tourne avec des dossiers, sont en train de mettre littéralement des dizaines de milliards de dollars et bientôt des centaines de milliards de dollars à dépenser en Afrique au cours des 18 mois qui viennent. Donc, il y a un sentiment réel de besoin urgent, si on veut, qu'il n'y ait pas de bascule en Afrique. Une autre question. Beaucoup se posent la question de savoir si finalement les autorités occidentales, on va dire pour ne pas centrer sur la France seulement, n'ont pas surréagi par rapport à cette crise en stoppant clairement la machine économique. Que donc, est-ce qu'il n'y a pas ici un rôle très négatif des médias qui aurait en quelque sorte poussé les politiques à agir dans un sens qui pourrait être très grave demain? Oui, oui, je pense tout à fait. Je pense que, et en particulier encore plus en France qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous avons mis dans notre Constitution le principe de précaution. Donc, et je crois, à ma connaissance, qu'on est vraiment parmi les très rares à avoir ce principe mis au niveau de la loi fondamentale du pays. Et au niveau, évidemment, si on a un principe de précaution, on n'a pas le droit d'accepter le moindre décès dû à une épidémie, une pandémie ou tout autre phénomène. Ce qui fait que l'arrêt économique en France a été plus brutal qu'ailleurs, puisqu'on sait que de tous les grands pays de la zone euro, c'est nous qui avons ralenti le plus vite. Par exemple, le sondage de grandes entreprises montre que la baisse d'activité sur les mois d'avril et mars et avril a été de 60% en France, là où elle n'a été que de 30% en Allemagne. Donc une différence considérable. Je pense qu'en France, on a été excessif dans l'arrêt, qui a été d'une brutalité extraordinaire, et qu'il faut absolument pousser au retour au travail. Sinon, les conséquences induites vont être considérables. Dans mon domaine, qui est le domaine de la santé, je peux vous dire qu'il y a des conséquences considérables, puisque depuis grosso modo 90 jours, la population française ne se fait plus soigner. Et donc, le nombre de crises cardiaques, le nombre de maladies graves a baissé officiellement de 40 à 50%. Bien évidemment, ça n'a pas baissé, c'est juste que les gens n'ont plus accès à des traitements. Donc, il faut remettre les choses en perspective, absolument. Une autre question qui nous vient du Panama. Comment va se présenter le marché de l'emploi après cette crise, notamment pour les étudiants qui terminent leurs études cette année et qui voulaient travailler dans un environnement international? Et dans de nombreux pays comme ça, de petits pays d'Amérique latine, la question peut se poser. Ils ont fait des études supérieures, ils voulaient maintenant aller quelque part et ils sont bloqués. Y a-t-il des réponses et des solutions et que peut-on leur conseiller? Moi, je pense que rester à l'étranger, si on n'a pas un port d'attache clair, c'est-à-dire soit un métier, soit une université ou une école à laquelle on est attaché, est un vrai pari aujourd'hui. Parce que les frontières se ferment, que l'emploi va souffrir partout. Aujourd'hui, on vit dans une bulle, puisque la plupart des grands pays ont mis en place un système de chômage partiel avec une indemnisation très forte. Ce système va arriver à son terme, suivant les pays, dans les semaines et les mois qui viennent. Et après, c'est la réalité de la crise économique qui va faire jour. Et il est clair que l'emploi va diminuer dans un grand nombre d'entreprises. Donc, les jeunes étrangers ne vont pas être les premiers à être aidés par les pays dans lesquels ils sont. Je prends un exemple de Singapour, qui est un pays très bien géré, où il y avait absolument zéro chômage, puisque le taux de chômage était de l'ordre de 1,5%, donc il n'y avait pas de chômage. Singapour privilégie totalement aujourd'hui les citoyens singapouriens sur tout autre citoyen pour l'emploi. Et ils sont très clairs. Donc, il ne va pas y avoir d'opportunités, à mon avis, fortes pour les non-résidents. Okay. Quelques questions en vrac
pour aller, parce qu'on est un peu bloqué par le temps, c'était convenu que ce ne serait pas long. Quelles sont les conditions nécessaires, à ton avis, pour une reprise de travail vertueuse? On en a un petit peu parlé. Que penses-tu des applications de traçage? Et quand est-ce qu'à ton avis, des salons ou autres événements vont pouvoir reprendre? 3 questions en une qui n'ont rien à voir. Merci Renaud. Alors le premier, c'est le retour au travail. Le retour au travail, il faut suivre des protocoles très précis qui sont autour, le premier point, c'est l'adaptation de l'environnement de travail. En anglais, work design, je pense que c'est très très important, de façon à ce que les gens ne s'infectent pas les uns les autres si quelqu'un tombe malade. Il faut donner un rôle à la médecine du travail sous une forme ou une autre, afin qu'elle puisse instantanément s'occuper des gens qui tombent malades. Il faut protéger la santé mentale des salariés parce que le stress du confinement, du travail à distance, puis maintenant l'incertitude économique crée des conditions difficiles. Il faut clairement faire, et les deux, c'est là où il y a une liaison, il faut faire des tests et encore des tests, et du traçage. Le débat en France sur le traçage est vraiment étonnant parce que tous les pays qui ont réussi à contenir l'épidémie jusqu'à maintenant ont utilisé le traçage comme système absolu, que ce soit en Corée du Sud, que ce soit à Singapour, à Taïwan, à Hong Kong, en Australie. Il faut absolument tracer, c'est ce qu'on appelle le contact tracing qui permet d'arrêter les poches de contamination. Et les tests, parce que c'est ce qui permet de savoir si quelqu'un est malade à travers le PCR ou bien si quelqu'un a maintenant l'immunisation à travers les tests de sérologie. Ces tests ont été longuement critiqués comme n'étant pas complètement fiables. Oui, ils étaient à 80% fiables, maintenant ils le sont peut-être à 90%, mais ils vont l'être bientôt beaucoup plus. Et c'est la meilleure arme et probablement la seule qu'on ait, à part la distanciation sociale. Donc, c'est ce qu'il faut utiliser. Ta troisième question était? Sur les séminaires et les salons. Alors, sur les séminaires et les salons, moi, je pense qu'il y a peu de chances que les séminaires et les salons recommencent avant qu'un traitement soit trouvé. Et donc d'ici décembre, parce que pour le moment, on voit bien que c'est chaque fois qu'il y a une réunion d'une population importante qu'il y a de nouveaux clusters du Covid. Moi, mon espoir est plus dans un traitement que dans un vaccin. Sur un traitement, il y a beaucoup de pistes en ce moment et il est possible qu'on arrive à trouver un traitement qui soigne l'essentiel des gens. Et en particulier les gens ceux qui vont dans ce type de convention qui sont quand même plutôt plus jeunes, puisque n'oublions pas que cette épidémie a touché de façon essentielle les gens de plus de 70 ans. Donc pas ceux qui sont dans le monde du travail aujourd'hui. Mais j'ai peu d'espoir sur la reprise de vraies réunions avant octobre. Et je pense qu'il faut, encore sur octobre-décembre, on est loin d'être certain que ça reprenne. Ton intervention et les questions me font penser à une autre question. Penses-tu que le financement de l'ONU et de ses missions, particulièrement dans le domaine de la santé, mais même en général dans le domaine de la sécurité, sont menacés aujourd'hui? C'est intéressant ce que tu dis parce que nous travaillons beaucoup avec l'ONU, avec les WHO et avec toutes les différentes organismes de l'ONU qui sont extrêmement nombreux. Pour leur compte, on vient de mettre en place 3 avions permettant d'évacuer des patients du Covid, un à Johannesburg, un à Nairobi et un 3e à Dubaï. Et probablement, ils en veulent une douzaine d'autres à travers le monde. Leur seul problème, c'est que le président Trump leur a un peu coupé les vivres. Donc,
ils ont un problème de financement, évidemment. Je pense que le WHO, comme toute organisation multilatérale, est lente dans ses réactions et donc est politique en même temps. Et donc, a été assez lent dans la transformation de l'épidémie en pandémie. Mais globalement, c'est quand même là où c'est eux qui sont capables de créer des standards et c'est eux qui sont capables de pousser des recommandations qui après deviendront systématiques dans les années qui viennent. Donc ce ne sont pas des organisations qui sont bonnes pour l'instant, ce sont des organisations qui sont bonnes pour structurer le futur. Okay. Je vais te poser quand même une dernière question parce que le temps, je vois que le temps tourne. Tu as ici qui t'écoutent quelques directeurs de chambres de commerce françaises à l'international. Si tu étais encore opérationnel à la tête d'une chambre, comme tu l'as été en Angleterre, quelles seraient tes réflexions pour répondre aux attentes de la communauté française, mais aussi des entreprises locales étrangères qui sont membres de nos chambres? Alors, moi, je me souviens de la crise de 2008-2009. À l'époque, j'étais président de la Chambre à Londres. Et ce n'était pas moi qui réagissais, évidemment, c'était à l'époque la directrice générale, Florence Gomez. Mais on avait très peur de l'effondrement des cotisations à l'époque et que les gens se retirent de la Chambre. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça a été une légère décélération, mais pas brutale. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises avaient besoin de la Chambre pour échanger de l'information. Parce que face à l'incertitude, aujourd'hui, il n'y a aucun expert qui est capable de nous prédire les 6 prochains mois de façon très claire. Ça va être l'échange d'expérience qui va être le meilleur indicateur. Et les chambres sont l'endroit idéal pour pouvoir échanger les expériences des différents secteurs. Donc, c'est créer le maximum d'événements. Alors, pour le moment, évidemment, c'est virtuel. Et d'ailleurs, je sais que c'est ce que vous faites et avec pas mal de succès. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être sur une autre expérience de réunion virtuelle. Je crois que c'était absolument essentiel de créer ces réunions, de les multiplier, parce que le besoin de communauté et de communauté d'affaires va être plus fort que jamais. On est dans la période d'incertitude la plus forte, je pense, des 30 dernières années. Donc, il faut qu'on s'aide mutuellement en essayant de comprendre ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Et rien de mieux que les chambres pour y parvenir. C'est sur ce mot que l'on va terminer. Je te remercie beaucoup, Arnaud. Je voudrais dire à nos auditeurs que nous recommencerons. Le prochain aura lieu début juin. L'invité sera Nicolas Bozou, économiste et essayiste, qui intervient d'ailleurs beaucoup dans les médias et qui va nous parler d'un thème justement à propos du repli sur soi que l'on évoquait tout à l'heure ensemble, qui sera démondialisé ou remondialisé. Voilà, je vous donne tous rendez-vous début juin. Merci encore Arnaud pour ces 2 séances. Merci à tous et merci à toi Arnaud. Au revoir. Au revoir.